made real the Declaration of Independence. Power and influence of this House. Mécanique supérieure. The host of the nations of the world on our own soil. Bem-vindos à Sociedade das Nações, um programa semanal sobre a atualidade internacional aqui na SIC Notícias. Hoje sem o Martim Cabral, mas sobre um tema que tem batido a atualidade, a eleição de Vladimir Putin como presidente da Rússia, mais uma vez. E estamos precisamente hoje na Embaixada da Federação da Rússia em Portugal, com o embaixador russo, Pavel Petrovski, que vai ser o nosso convidado desta semana. Monsieur l'ambassadeur, bienvenue une fois de plus au programme. La première chose que je vais vous demander, vous pensez qu'après les élections, on peut dire qu'il y a un déficit démocratique en Russie ou non? Ou tout s'est passé dans la démocratie la plus ouverte et pleine? Avant tout, je voudrais remercier de m'inviter à votre émission que nous apprécions hautement toujours. En ce qui concerne les résultats des élections, avant tout, je voudrais vous dire qu'en principe, ils ont été prévisibles, malgré toutes les, disons, spéculations autour des campagnes électorales, autour des élections. En ce qui concerne la démocratie, je peux dire que vraiment, c'était les premières élections dans l'histoire de la Russie, très transparentes, parce que vous savez qu'on a mis les caméras partout, y compris les calculations des votes. Tout était bien aux caméras et après chaque calcul des votes, le président de la commission électorale, il doit montrer les résultats à caméra. Ça, c'est très bien. Bien sûr, nous savons que les observateurs de l'OSCE et de la Conseil de l'Europe, ils ont constaté quelque chose qui n'est pas tout à fait bon, mais c'est normal dans toutes les élections. Ils ont parlé d'irrégularité, mais pas du vol. Notre commission électorale, elle a aussi reconnu qu'il y a quelques irrégularités au cours des élections, mais on peut dire que vraiment c'était une leçon de démocratie pour nos autorités. Parce que vous connaissez bien qu'après les élections à la Douma d'État, à notre Parlement, il y avait pas mal de manifestations contre les résultats de ces élections. Et bien sûr, les gens qui s'occupaient des élections présidentielles, ils ont été obligés de travailler avec beaucoup de prudence pour éviter les mécontentements encore de nouveau après les élections présidentielles. On peut dire que tout est bien passé. Bien sûr, les gens, les observateurs, comme j'ai dit, de la part de l'OSCE et du Conseil de l'Europe, ils ont dit qu'il y avait aussi quelques problèmes au cours des campagnes électorales. Peut-être ce n'était pas tout à fait comme dans les élections à l'Occident, parce que, par exemple, M. Poutine, il n'a pas participé dans les échanges directs, dans le débat. Il était présenté dans le débat par les personnalités qu'il a nommées. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il a fait ça? C'est pas, disons, vous savez, une question de majesté. Parce que si vous pourriez suivre les débats, on peut dire que les trois candidats qui sont, je crois, pour la 6e fois, comme M. Zhirinovsky, M. Zyuganov, ils sont déjà pour la 6e. On doit expliquer aux spectateurs, Zhirinovsky, c'est un peu la face nationaliste extrême de la Russie. Zyuganov, c'est le Parti communiste. Ça. Et après, il y avait aussi les libéraux. Hein. Les libéraux, et il y avait aussi M. Mironov qui prétend être un socialiste. Mais on peut dire que ce ne serait pas tellement intéressant pour M. Poutine de participer à ce débat parce que ces candidats, ils n'ont rien dit de nouveau. C'est toujours déjà, je ne sais pas, si je peux dire, je crois que presque 20 ans, ils disent la même chose et ils ne disent rien de nouveau. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une personnalité nationale avec prestige qui peut être, disons, une alternative à M. Poutine?
Jusqu'à maintenant, il n'y aura pas cette personnalité. Mais la Russie est si riche de personnalités, il y a tant de gens talentueux Oui, en mais Russie. vous savez, M. Poutine, il a gagné beaucoup quand il est venu au pouvoir. C'est au début des années 2000. À l'époque, la Russie était menacée par la dislocation, parce que c'était la guerre ouverte au Caucase. Il y avait beaucoup de tendances séparatistes, pas seulement au Caucase, mais dans d'autres endroits de la Russie, dans notre fédération. Et M. Poutine, il a réussi à l'époque de stabiliser la situation, de surmonter toutes ces difficultés au cours des, disons, premiers 4 ans de sa présidence, au début des années 2000, et ça lui donnait une grande popularité jusqu'à maintenant, parce que les gens, en quelque sorte, étaient fatigués de ce qui s'est passé dans les années 90 chez nous. Parce que c'est toujours le chaos dans le domaine économique, avant tout, le chaos aussi dans le domaine politique, et surtout cette guerre au Caucase du Nord. Monsieur Poutine, il a réussi à stopper la guerre, avant tout, à monter l'économie. Et je peux vous dire que, par exemple, au cours de la crise de 2008-2009, la Russie a surmonté les problèmes économiques grâce à la politique qui était menée aussi par M. Poutine. C'est-à-dire il reste toujours, jusqu'à maintenant, il reste très populaire parmi la majorité de la population de la Russie. Mais ce qui est un cas très intéressant, c'est que dans les campagnes présidentielles, c'est M. Prokhorov, un grand milliardaire. Le libéral. Libéral, il a présenté son programme comme le programme libéral. Il a participé dans cette campagne électorale et c'était le visage nouveau. Et à cause de ça, je crois, il a pris la 3e position. Oui. Et le deuxième à Moscou. À Moscou et à Saint-Pétersbourg. Il était en 2e position à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Il représente un peu quoi? Les classes moyennes Je crois qu'en quelque sorte, plutôt, il représente les espoirs de classe moyenne. Bon. Parce que, surtout, les business moyennes qui n'est pas tout à fait contents les problèmes sur place. Et ces problèmes qui existent sur différentes régions, c'est M. Poutine qui les reconnu aussi. On va parler sur ça, mais dites-moi une chose. Si vous voyez Poutine, le Poutine de 2000 et le Poutine de 2012, vous voyez des changements et vous pensez qu'il a changé J'en suis sûr. J'en suis sûr Il parle anglais maintenant? Oui, il parle anglais avant tout. Parce qu'avant, il a parlé seulement allemand, maintenant, il parle anglais. Mais la chose principale, c'est que d'après ce qu'il a donné comme son programme dans beaucoup des articles, je crois que c'était 7 ou 150 pages de pensée politique. Oui. Dans les domaines économiques, social, politique extérieure. Ouais. Et si on commence à étudier attentivement ce qu'il a écrit. Moi, je le fais, oui. Voilà. Moi aussi. C'est un programme c'est un vrai programme de gouvernement. C'est un vrai programme. Et je crois que c'était pour la première fois qu'il a présenté ces programmes aussi larges. Et ces programmes, d'après moi, il y aura beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements et il y a déjà des changements. Par exemple, les réformes politiques sont déjà commencées. Une des choses qu'il dit, c'est qu'on doit changer la Russie dans un sens pour arriver à une société qui est plus juste. Entre riches et pauvres, et plus équilibrée et plus, disons, balancée. Oui. Donc le sens d'équilibrium, pour moi, ça a été important dans l'histoire sociale. C'est très important parce que chez nous, au cours des derniers 20 ans, c'est la différence entre les riches et les pauvres. C'est un peu sauvage. Hein. Il reste encore énorme. C'est un peu comme un capitalisme sauvage. Hein. Oui, c'est Après la chute de l'Union soviétique, ça s'est transformé un peu dans une jungle. Les premiers 6 ans, c'était vraiment le capitalisme sauvage et beaucoup de gens sont appauvris totalement, surtout dans les régions éloignées du centre de Moscou, de Saint-Pétersbourg. Et ça, bien sûr, agriculteurs, les farms. Oui, il y a beaucoup de problèmes. Et ça, c'est une des tâches les plus importantes pour le nouveau président de M. Poutine, d'essayer de
de diminuer ce déséquilibre entre les pauvres et les riches. Pendant l'Union soviétique, on disait que l'Union soviétique c'était de gauche. Mais les trotskistes disaient c'est pas de gauche, c'est un fascisme d'État. Bon, on connaît le débat. Si vous voyez gauche, droite, centre, où est-ce que vous situez M. Poutine? Ça fait toujours, ça fait du sens de parler de gauche, droite dans la politique russe. Si on parle de l'Union soviétique, c'est très Non, difficile de maintenant, définir. Maintenant en Russie, je crois que M. Poutine, il est plutôt centre-droite, si on peut dire comme ça. Vous le comparez, par exemple, à qui dans l'extérieur? À M. Sarkozy? Non. Je ne crois pas. Si vous voyez quelqu'un de M. Obama? Non. Obama est plus à gauche. Obama est plus à gauche. Oui, c'est peut-être plus à gauche. Non, c'est vraiment, c'est difficile de comparer avec quelqu'un. Mais vous pensez que c'est centre-droite? Centre-droite, mais ce qui est tout à fait nouveau, il a fait beaucoup d'attention sur les problèmes sociaux au cours de sa campagne. Mais vous pensez que, par exemple, Poutine, il n'a pas d'attention envers les droits humains? Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, il a réussi en Tchétchénie en écrasant la guérilla et le terrorisme, mais avec un coup lourd pour les Tchétchènes. Il a, disons, fermé les yeux quand des choses un peu étranges sont arrivées en Russie, par exemple, avec les journalistes, Politovskaya, etc. etc. Vous pensez qu'on peut dire que Poutine ignore le problème des droits humains? C'est pas important pour lui? Non, je crois que c'est pas vrai parce que le problème des droits de l'homme, il existe, bien sûr, en Russie, comme d'ailleurs dans d'autres pays, dans beaucoup d'autres pays. C'est peut-être lié avec les conséquences de l'Union soviétique. Avant tout, d'après moi, parce qu'à l'époque de l'Union soviétique, les droits de l'homme, c'était tout à fait ignoré. Et jamais... Il y avait certains hommes qui avaient des droits, mais pas d'autres. Oui. Il y avait quelques 5 000 familles de nomenclature qui étaient les chefs du pays et les autres. Maintenant, la situation est totalement changée. En ce qui concerne, si on parle sur la situation en Caucase du Nord, la guerre, c'est la guerre. Bien sûr, il y a des victimes. De temps en temps, les victimes innocentes, comme c'était par exemple dans le cas de la Libye, au cours de l'opération de l'OTAN. Et aussi en Afghanistan, etc. Mais vous ne pensez pas qu'il y a eu des excès commis par des forces russes au Caucase? Au Caucase, peut-être à la guerre comme à la guerre, on peut dire comme ça. Mais jusqu'à maintenant, ce que je voudrais vous souligner, que le problème du Caucase, il existe toujours. Il existe toujours parce qu'il y a des terroristes qui fonctionnent, c'est dommage, mais il faut reconnaître, par exemple, en Tchétchénie, c'est calme, c'est le nouveau patron de la Tchétchénie, le chef de Tchétchénie, M. Kadyrov, il a quand même réussi à stopper les actes de terrorisme, mais par exemple à Daghestan, il y a beaucoup de problèmes de terrorisme. Pourquoi? Parce que c'est, comme a dit aussi M. Poutine, c'est lié avec les problèmes sociaux dans cette région. Et il n'y a pas assez il y a beaucoup de chômage parmi surtout les jeunes. Mais il y a aussi les désirs historiques des tribus du Caucase qu'on connaît depuis longtemps d'avoir l'indépendance, l'autonomie. Si nous prenons par exemple le pays voisin Espagne, le pays basque, c'est toujours en cours. Oui, mais on ne voit pas l'armée espagnole au Pays Basque, un peu comme l'armée russe en Tchétchénie. Non, mais parce que chez nous, c'était la guerre ouverte. Et c'était le désir du séparatisme, et comme a constaté M. Poutine dans ce discours préélectoral, il a dit que si, par exemple, parce que chez nous, il y a, parmi les gens, les différents politologues, il y a une opinion, disons comme ça, que peut-être ce serait mieux pour toute la Russie d'envoyer faire une boucle de sécurité, un cordon sanitaire autour du Caucase. Oui. C'est une opinion qui existe, ça c'est la vérité totale. Mais M. Poutine, il a dit, il avait tout à fait raison quand il a dit que si, par exemple, le Caucase du Nord, nous le laissons partir, immédiatement, il y a des régions qui commencent à demander la même chose. Par exemple, il y a des régions qui sont peuplées par les musulmans. C'est bien possible, pas seulement les musulmans, mais par exemple, si nous prenons le cas de l'Extrême-Orient aussi. C'est-à-dire, pour la Russie, c'est la mort
quelques régions maintenant commencent à se séparer de la Russie. Moi, je vois aussi dans la pensée de Poutine cette chose-là. Il dit que la Russie est en Europe, il y a une tradition européenne en Russie, mais ce n'est pas seulement ça, hein. Il y a d'autres choses. Il parle de la natalité, qu'il faut avoir plus d'enfants en Russie pour que la population ne vieillisse pas, et aussi plus de culture et d'investigation technique et scientifique dans les universités. Donc vous pensez que c'est le pari de Poutine, c'est de développer la Russie pour un pays vraiment moderne et jeune. C'est nécessaire. À l'époque du président Medvedev, c'est déjà commencé le programme de modernisation du pays parce que chez nous, il y a un grand problème dans l'économie. Dans l'économie surtout que notre économie il est un peu en retard. C'est lié aussi avec les conséquences du régime soviétique parce que vous savez qu'à l'époque, on a fait beaucoup d'attention sur le production de l'armement, de différents armements, mais on n'a jamais pensé sur l'industrie normale. Maintenant, c'est une des tâches d'essayer de monter le niveau de notre économie, surtout en s'appuyant sur la jeunesse. Sur la jeunesse, parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui ont quitté le pays. On a entendu M. Lavrov qui peut-être va rester dans son poste, on ne sait jamais, on verra. Et peut-être aussi M. Medvedev va être Premier ministre, c'est disons, en secret de polichinelle, comme on dit. Mais de toute façon, M. Lavrov a dit l'autre jour, pour la première fois, je pense, que le régime syrien est aussi coupable des choses qui se passent en Syrie. Ce n'est pas seulement le régime, il y a aussi d'autres forces, mais le régime... Vous pensez qu'il va y avoir un changement russe en Syrie? Vous savez, M. Lavrov, d'après moi, il n'a rien dit de nouveau. Et on a dit toujours que la partie de ce qui se passe, la partie de violence, c'est lié avec la politique du régime. Mais il l'a dit d'une façon plus, disons, plus explicite. Plus clair. Ça, je suis d'accord peut-être. Mais je vois aussi qu'il y a les changements dans les positions des pays occidentaux avec qui nous travaillons maintenant. Ça, c'est très bon que M. Lavrov il a visité New York. Il a participé avec d'autres ministres des Affaires étrangères, y compris M. Portas, dans les dernières discussions sur la Syrie. Je crois que les positions se sont approchées. Surtout que nous avons trouvé un langage commun avec la Ligue arabe. Ça, c'est aussi très important parce qu'on a eu des problèmes avec la Ligue arabe quand nous avons voté contre avec la Chine, contre la dernière résolution sur la Syrie. Maintenant, si vous vous rappelez, on a trouvé les cinq tâches principales qui ont été adoptées par la Ligue arabe. Et je crois que maintenant, d'après moi, maintenant, c'est plus possible de trouver quelques solutions pour la résolution sur la Syrie. Ambassadeur Petrovski, c'était un plaisir. Je vous remercie. Merci beaucoup. On ne fait plus. J'espère que tout va bien pour la Russie. J'espère aussi. Et pour les Russes surtout. Pour les hommes et les femmes russes. Oui, et la chose principale, qu'après ces élections, un des résultats les plus importants, c'est que maintenant, c'est plus de stabilité dans le pays.